Bonsoir. Ce soir, nous avons rendez-vous, tous et toutes ensemble, avec un philosophe. Ce n'est pas une habitude dans cette émission des dossiers de Commun-Guerre, mais vous allez voir que nous n'allons pas perdre notre temps ni notre soirée. Ce soir, à nouveau, on retrouve notre ami fidèle Sidi à la technique. Bonsoir. Qui va donc effectuer la liaison téléphonique avec notre correspondant philosophe. Alors pourquoi téléphonique ? Parce que il habite très loin dans le nord et nous sommes très loin dans le sud, à Marseille. Lui nous précisera à quel endroit il est. Mais donc il n'était pas possible de faire mieux, mais vous allez voir que la communication va être excellente. Alors j'ai rencontré un certain nombre de fois, mais dans des réunions où il y avait pas mal de monde, donc j'ai croisé Georges Gastaud. Je l'ai croisé, on n'a pas eu de contact direct parce que c'était des réunions où il y avait du monde et tout. Il sait comment je suis fait physiquement, je sais comment il est fait physiquement, mais en fait, depuis qu'on s'est rencontrés en différentes occasions, on a eu l'occasion de pas mal échanger de propos, d'écrits, et donc j'ai lu une partie de ses livres. Donc ça fait qu'il y a une certaine proximité entre nous, malgré la distance et malgré des histoires, somme toute, très très différentes. Donc Sidi va appeler Georges Gastaud, qui nous attend, et on va passer la soirée bien au chaud avec lui. Alors j'ai dit philosophe, et vous allez voir que je vais commencer par vous donner une précision sur ce que c'est que ce mot qui peut inquiéter certains, qui peut avoir de mauvais souvenirs de la classe de terminale, du bac philo. Enfin, ça, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont pu en être les victimes ou en souffrir ou passer de mauvais moments sur une copie. Vous allez voir que c'est autre chose qu'un philosophe qui s'exprime et qui essaye de donner des éléments de compréhension du monde dans lequel nous vivons, monde dans lequel il y a beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de choses qui, a priori, sont pas faciles à comprendre et pas faciles à mettre en ordre et à raccorder les unes aux autres. C'est bon ? Voilà. Donc, on va l'avoir en ligne. C'est bon. Voilà, parfait. Bonsoir Georges, merci de t'avoir au bout du fil, comme on dit, bien qu'il n'y ait plus de fil du tout. Voilà. Voilà. Très heureux. Donc, j'étais en train d'introduire notre émission en disant que pour cette fois-ci, les éditeurs avoir affaire à un philosophe. Et je m'arrête sur ce mot parce que ce mot peut être mal compris par beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices qui ont un souvenir confus, s'ils en ont un, d'un bac philo, d'une copie où ils ont une mauvaise note, d'un oral difficile, etc. C'est pas du tout ça un philosophe, et donc il faut bien le distinguer. Par exemple, ce que tu as été aussi, et donc tu pourras faire la distinction beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que c'est qu'un professeur de philosophie dans l'enseignement français de la République aujourd'hui, et un philosophe comme tu es à juste titre? Voilà, on t'écoute déjà là-dessus. Eh bien, volontiers. Alors, moi, je n'ai jamais opposé les deux choses, parce que je pense qu'un bon professeur de philosophie doit être aussi un philosophe. Oui. C'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que quand il parle en classe, non seulement ce qu'il dit soit susceptible, disons, d'intéresser, voire de captiver ses élèves, Oui. mais que ça vienne aussi d'une réflexion issue de sa propre élaboration. Et que par conséquent, donc, il y ait non seulement une transmission d'un savoir mort qui est déjà accumulé à l'extérieur, mais véritablement du fruit de sa propre réflexion. Ouais. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour que ça intéresse les élèves. Ouais. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les deux termes. Je pense que beaucoup de professeurs de philosophie, sans doute, se retrouveraient dans ce que je viens de dire. Car bon, nous avons quand même un avantage dans ce pays, c'est que nous sommes un des rares pays où il y a un enseignement de la philosophie. C'est vrai, il faut le rappeler. Et c'est lié à l'histoire de la France, la Révolution française, la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, parce que dans d'autres pays, c'est l'enseignement de la religion qui occupe cette place. Oui. Et donc, cet enseignement de la philosophie, c'est pas un enseignement de l'histoire des idées dans la tradition française. On n'apprend pas la philosophie. Normalement, en France, en tout cas, si c'est bien fait, on apprend à philosopher. C'est pas tout à fait la même chose. Et non, effectivement, parce que pour effectivement les mauvais souvenirs que j'ai évoqués pour certains de nos auditeurs ou auditrices, ça pouvait être des moments sur Locke, sur Hobbes, sur Kant, etc., sans voir qu'il y avait un lien avec une réflexion personnelle, y compris avec celle du professeur qu'ils avaient devant les yeux. Parce que tu as donc été aussi professeur de philosophie. Ah, mais oui, et bon, ma foi, il n'y a pas de sous-métier, dirais-je. Bon, voilà, donc, et puis je dirais même que dans une classe de philosophie, à vrai dire, tout le monde est philosophe. C'est-à-dire que si le travail est fait comme il faut,
normalement, les élèves se mettent à réfléchir. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir en classe, notamment à l'oral, peut-être c'est plus facile pour eux qu'à l'écrit, disons des élèves qui se prennent vraiment au jeu, qui comprennent que quelquefois même il ne s'agit pas, comme on dit, de défendre ses idées, mais de chercher, tout simplement. De chercher ensemble et de voir comment on peut échapper à des embarras logiques, trouver des astuces, enfin bref, donc faire un vrai boulot de chercheur. Et quelquefois, c'est ça l'intérêt, d'ailleurs, atterrir fort loin des opinions qu'on pouvait avoir au départ. Je le dis d'autant plus que, étant par ailleurs militant dans la vie, je n'ai jamais tenté de faire en sorte que mes vues passent auprès des élèves. Le meilleur moyen pour moi de les rapprocher du marxisme, parce que c'est quand même de ça que je me rapproche le plus, ce n'était pas de les endoctriner avec du marxisme, c'était tout simplement de les faire réfléchir avec l'idée que, ma foi, si Marx a raison, ou si les marxistes ont raison, eh bien la réflexion autonome, libre, rationnelle va conduire les gens, les élèves, tout le monde vers ça. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ma foi, ce n'est pas bien grave. Ça veut dire qu'il faut prendre le problème autrement. Exactement. Voilà. Donc, on a tout à gagner, de toute façon, à réfléchir. Je revois d'ailleurs assez souvent d'anciens élèves là que je croise sur le marché, dans la rue, à la piscine, etc., etc. Et je dois dire que même ceux qui n'avaient pas forcément de très bonnes notes à l'écrit, parce que c'est pas exactement la même chose que d'être capable d'une réflexion véritable et que d'être ensuite capable de la mettre par écrit, ce sont deux compétences bien différentes. Bon, généralement, ils n'ont pas un si mauvais souvenir que ça, ou en tout cas, ils sont fort hypocrites quand ils me disent, mais quand ils me parlent de mes cours. Bon, c'est peut-être un peu de la vanité de ma part, mais c'est ce qu'ils me disent en tout cas. Ça veut dire qu'ils en ont gardé un souvenir, c'est pas le professeur qui est passé, c'est très... Pas mauvais, mais en tout cas un souvenir. Je crois que les profs de philo ne laissent jamais personne totalement indifférent. Voilà, ça c'est vrai que c'est une remarque que tu fais et que j'ai entendue dans beaucoup de bouches de jeunes gens. Le professeur de philo insupportable, ou je l'aime pas, parce que effectivement quelque part ça a coincé, mais il y a aussi un rapport où on se met le professeur se met plus à nu et normalement dans le travail commun, l'élève aussi. Oui, bon, effectivement. Alors il faut dire aussi que ces dernières années c'était peut-être un petit peu plus compliqué d'enseigner la philosophie, mais ça, ce n'est pas pour des raisons inhérentes à la philo, ni je crois aux enseignants eux-mêmes, mais au fait que l'école française ne va pas bien et que le climat scolaire général n'est pas facile. D'accord. Et bon, voilà, ça c'est une question qui est en quelque sorte un peu extérieure à notre sujet, si l'on peut dire. Oui, mais en même temps qui fait partie de ton histoire, c'est-à-dire qu'on sent une déception de ta part, c'est-à-dire. Oui, on sent une déception. Je suis un syndicaliste aussi, j'ai milité pour la défense de l'école publique. Oui. Et quand je vois dans quel état elle est, bon, évidemment, je ne peux pas manquer d'avoir un peu d'amertume. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ce professeur. Alors, tu étais professeur de philosophie, tu étais, je crois, tu as dû faire des terminales après ton agrégation, puis tu es passé en classe préparatoire. C'est ça, voilà, en classe préparatoire, surtout à la fin de ma carrière. D'accord. J'ai enseigné dans les classes préparatoires scientifiques, aux grandes écoles scientifiques. Voilà. Et donc là c'était encore plus intéressant parce qu'a priori, ce n'étaient pas des disciplines qui cultivaient pour leur futur avenir scolaire, universitaire et professionnel. Et en même temps, peut-être tu as eu là des échanges de grande qualité. Est-ce que tu as des souvenirs? Oui, j'ai des souvenirs lumineux de cet enseignement et je pense que avec mes élèves, ça marchait bien. Bon, il y avait un programme scolaire important bien sûr, parce qu'il fallait qu'ils passent le concours à la fin de l'année. Et contrairement à ce que croient beaucoup de gens, le secteur scolaire, et spécialement les classes prépa, c'est quelque chose de hautement concurrentiel. Il ne faut pas en avoir une représentation complètement figée avec, soi-disant, les fonctionnaires qui sont à l'abri de la concurrence. Non, il y a une concurrence énorme. Parce que évidemment, les classes prépa, si elles n'ont pas de bons résultats, le rectorat qui cherche toujours à supprimer des classes ici et là, finit par les supprimer. Donc il y avait cet aspect des choses. Mais outre cet aspect des choses, il y avait surtout en première année où il n'y a pas immédiatement le concours, il a lieu en deuxième année. Il y avait, si on avait terminé le programme un petit peu à l'avance, la possibilité, par exemple, de faire un peu de philosophie des mathématiques, de la physique, ou des choses comme ça. Voilà. Et mes élèves qui n'en avaient pas forcément eu n'avaient pas eu d'initiation à ce sujet en terminale, étaient
tout étonné de voir cette confluence entre philosophie et discipline scientifique. Mais ça n'a rien d'étonnant, puisque non. Quand on prend une liste de ce qu'on appelle les grands philosophes dans l'histoire, on s'aperçoit qu'ils étaient quasiment tous des scientifiques de premier plan. Exactement. Ce qu'on oublie de rappeler, effectivement, mais c'est tout à fait important. Ça commence dès les Grecs, les fameux Grecs, et puis ça continue chez nous. Mais oui. La géométrie d'Euclide qu'on apprend dans les classes est née dans l'école de Platon, par exemple. Voilà, exactement. Et puis les approches... Descartes, notre philosophe le plus connu, si on peut dire. Il n'y a pas que le je pense dont je suis, mais bien le sûr. la méthode et l'introduction à 3 traités scientifiques de premier plan, l'un consacré à l'optique, l'autre à la géométrie et le troisième à la mécanique. Voilà. Et dans tous les cas, il a été pionnier. Voilà. Donc vraiment, c'est un grand personnage de l'histoire scientifique. Voilà. Je pense aussi à Blaise Pascal que tu admires. C'est un géant aussi, Pascal, bien sûr, c'est un mathématicien de premier plan. Et c'est un des pères de la méthode expérimentale en physique. On lui doit, par exemple, la mise en évidence du vide, et notamment le calcul de la pression atmosphérique, par exemple. D'ailleurs, on emploie encore son nom pour désigner une unité physique. Les hectopascals, oui. Les pascals et les hectopascals. Tout à fait. Il a laissé des traces. Tout à fait. Oui, absolument. Donc voilà, donc c'est très très bien parce que ce passage donc, par les prépas scientifiques t'a rappelé, ou t'a donné une impulsion, mais dans un sens que tu avais déjà travaillé, c'est-à-dire que dans la méthode scientifique, il y a quelque chose qui nous éclaire sur le monde dans lequel nous sommes. Et sans cet apport scientifique, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ou bien on tombe entre les mains de charlatans. Mais bien sûr, absolument, la méthode scientifique, alors les méthodes scientifiques, parce qu'elles sont quand même assez diverses en fonction des objets étudiés, mais c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre à maîtriser d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un acquis rationnel qui est intéressant d'un point de vue civique, pas seulement d'un point de vue, disons, technique ou purement approprié à tel ou tel domaine de la réalité. Il faut qu'on apprenne tous, que nous apprenions tous à raisonner scientifiquement. Le discours de la méthode dont je viens de parler, de Descartes, donc son propos est éminemment démocratique. La première phrase du discours de la méthode dit que la raison ou le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Voilà, et donc tous les hommes disposent de la raison, et à partir de là, s'ils savent utiliser leur raison en utilisant la fameuse méthode, celle que Descartes propose, ils doivent tous pouvoir arriver plus ou moins vite selon les capacités de chacun, mais enfin, tous doivent pouvoir arriver à des résultats solides. Tout à fait. Donc, Descartes est en ce sens un des pères de ce qu'on appellera plus tard la philosophie des Lumières. Voilà, donc, de ce point de vue, c'est quelque chose de très important que d'apprendre à manier le raisonnement scientifique. Et d'ailleurs, en réalité, les méthodes philosophiques les plus solides sont directement liées à cette recherche sur les méthodologies scientifiques. Descartes, c'était sur la mécanique ou l'optique. Mais par exemple, Claude Bernard, un grand scientifique, un biologiste du 19e siècle, a beaucoup réfléchi à la méthode de la philosophie et de la médecine expérimentale, comme il disait, où Marx a lui aussi écrit tout un document, une étude qui s'appelle Introduction à la méthode de la science économique. Tous ces gens-là se sont beaucoup intéressés aux méthodes de la pensée scientifique. Sans oublier Engels. Je pense que tout citoyen devrait y réfléchir. Alors c'est pour ça qu'il faut effectivement aider les citoyens. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que, par exemple, cette philosophie qui tombe un peu sur les élèves en dernière année de terminale, en gros, du lycée, puisse être enseignée plus tôt, au moins sous forme d'initiation, à partir de la seconde ou de la première, puisque ce qui fait que pour beaucoup d'élèves c'est difficile, c'est que c'est une discipline qui apparaît complètement à la fin, qui fait peur, qui tombe, tout à fait. À la fin, etc. Bon, alors que si on pouvait s'y habituer un petit peu, on s'apercevrait que ce n'est pas la mer à boire. Tout à fait. Et qu'on est tout à fait prêt, intellectuellement parlant, en seconde et en première. Et qu'on se pose déjà les mêmes questions qu'on peut se poser 2 ans plus tard, c'est sûr.
Mais oui, mais bien sûr. De toute façon, les élèves là, qui arrivent en seconde ou en première, hein, si jamais arrive un certain nombre d'événements fâcheux sur le plan géopolitique ou militaire, ils ne seraient pas longs à partir au front. Donc, sans vouloir faire peur à personne, Exactement. il n'est jamais trop tôt pour commencer à réfléchir. À réfléchir, y compris, oui, à des circonstances qui peuvent être vitales. Tout à fait. Mais voilà, bien sûr, la philosophie n'est pas séparée de la vie, c'est une réflexion sur la vie et pour la vie. Voilà. Et c'est pour ça donc que je te situe bien en tant que philosophe, ayant exercé l'activité de professeur de philosophie, c'était un gagne-pain, hein, et en même temps un philosophe dans le plein exercice, puisque c'est un philosophe qui a appliqué ses réflexions à agir dans le siècle, comme on dit. Ça, tu vas nous expliquer un peu plus. Et volontiers, puis un petit peu à écrire aussi sur voilà, c'est ça. Politique, mais pas seulement, de philosophie des sciences également. Voilà, donc oui, bien, je me suis aussi bien sûr investi beaucoup sur le terrain militant. Hein. Bon, j'ai dit que j'étais un militant syndical, j'ai milité pendant près de 50 ans dans les différents lycées où je suis passé au syndicat national des enseignements secondaires, le SNES. Oui. Bon, il m'est arrivé maintes fois d'être à la tête d'un certain nombre de manifestations plus ou moins imposantes selon les moments. Oui. Les syndicalistes doivent aussi diriger des petites manifestations ratées de temps en temps, mais il faut quand même être là. Exactement. Elles sont plus nombreuses que les autres, mais enfin bon, c'est indispensable. Et puis, bon, évidemment, j'ai aussi beaucoup milité sur le terrain politique, puisque depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours milité pour le communisme, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en résumé, pour une société dans laquelle plus personne ne pourrait exploiter personne. Voilà, si je résume. Voilà. Alors, tu fais bien de préciser le communisme, puisque ça veut dire que ça peut prendre différentes formes institutionnelles dans tous les pays du monde. Là, ça suscite de nombreux débats, des contradictions, mais c'est bien ça l'objectif, c'est garder cette idée du communisme. C'est-à-dire, alors je te raconte une anecdote que je n'ai pas racontée à l'antenne. Je vais faire un jour un stage en Guadeloupe, un stage de formation syndicale. Et je parlais droit du travail, tout ce qu'on peut dire dans un stage de formation syndicale. Et un soir, un de mes élèves, de mes stagiaires, me raccompagne et me dit « Bernard, qu'est-ce que c'est le communisme ?» Je n'avais pas vu venir. Et la seule chose que j'ai pu dire, c'est le contraire de l'égoïsme, tout simplement. Et voilà. Oui, le mot commun. Hein, voilà, exactement. Voilà. Oui, c'est la mise en commun, et donc... la mise en commun sous les auspices, disons, d'une classe sociale qui s'appelle, selon les cas, on peut changer le nom, mais enfin bon, classe ouvrière, prolétariat, enfin quelque chose comme ça, tout bonnement parce que c'est la classe qui a intérêt à ce que ça change. Il faut évidemment, il ne faut pas attendre que les gens qui profitent de justice monstrueuse aient envie de partager, sauf à titre, disons, individuel, marginal. Il peut toujours y avoir des gens très riches, et donc, bon, évidemment, dans ce cas, bravo, qui veuillent partager leur richesse, mais en tant que classe, on n'a jamais vu une classe privilégiée se déposséder de tout ce qu'elle a, sans qu'il y ait des luttes pour y forcer. Exactement. Oui, tout ça, c'est là qu'on retrouve le militant syndical et le militant politique. Et oui, effectivement. C'est là que peut-être le communisme se distingue peut-être des utopies ou de certaines conceptions religieuses qui sont respectables, parce que dans les conceptions religieuses aussi, il y a l'idée du partage. Mais cette idée du partage, il faut la sortir de l'idée de lutte. Exactement. Parce que sinon, elle reste abstraite et on partage en idée, en théorie, en rêve. Mais ce n'est pas en rêve qu'on a besoin de manger, qu'on a besoin d'avoir chaud, qu'on a besoin d'envoyer ses enfants à l'école. Exactement. C'est dans la réalité. Pour ça, il faut transformer le monde, hein. Pas seulement rêver de le transformer. Exactement. Et là, on retrouve la fameuse phrase de Marx que tu citeras plus précisément que moi, disons, hein, les philosophes. Oui, la 11e thèse de Marx sur Feuerbach, qui dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Bien sûr, les philosophes, c'est très bien d'interpréter le monde, hein, mais si on en reste là, évidemment... C'est un exercice solitaire. Un peu, hein. Exactement. Exactement. Il faut... D'ailleurs, à vrai dire, même pour ceux qui veulent philosopher un petit peu plus sur cette phrase, ils doivent se rendre compte que
si on se contente d'interpréter le monde sans le transformer, on ne peut pas non plus l'interpréter correctement. Donc comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce qu'on dit sur le monde est juste si l'on n'agit pas sur lui? C'est quand on agit sur lui qu'on s'aperçoit, comme un technicien, comme un ingénieur, comme un chercheur qui fait une expérience. C'est là qu'on s'aperçoit si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Sinon, interpréter, oui, bien sûr, mais dans ce cas, c'est quelque chose de purement subjectif. Voilà, c'est un travail en chambre. Si on veut vraiment que ces interprétations aient une signification objective et que donc elles puissent accéder à quelque chose qui soit de l'ordre de la vérité, il faut se confronter à la pratique, à l'action. Et voir des moments où ça résiste. Et donc, le réel, c'est ce qui résiste. Ça résiste. C'est, je crois, un psychanalyste célèbre. Voilà, exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que la dialectique, ça fait partie du travail. Et oui, la dialectique n'est pas quelque chose de nébuleux. On la trouve dans les choses mêmes. La dialectique, c'est le fait que les choses sont pétries de contradictions, qu'elles sont constamment en mouvement, qu'elles connaissent des bifurcations, des sauts divers et variés, et qu'il faut toujours interpréter les choses dans leur contexte. Enfin bref, c'est toute une série de notions qui ne tombent pas du ciel, qui résultent du fait que quand on interprète le monde d'une façon un peu juste, on va trouver sans cesse ce genre d'orientation. C'est indispensable. Et oui, voilà. Alors dans ces résistances, il y a la résistance à la situation politique dans laquelle notre pays se trouve en ce moment, et ça a donné lieu de ta part à l'écriture d'un texte qui s'appelle Marianne ne consent pas, qui est un peu à part dans ta production écrite, qui est abondante, qui est philosophique en tant que telle, toute une série de volumes qui s'appellent... Enfin, tu vas me le redire le titre parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Lumière commune. Voilà, oui, j'ai écrit un gros cours de philosophie générale à la lumière du marxisme qui s'appelle Lumière commune. Lumière commune. Au pluriel. Voilà, Lumière commune, et donc au pluriel, puisque c'est en 4 volumes, et c'est passionnant d'un bout à l'autre parce que tous les champs de la connaissance sont abordés. La science, l'histoire, la biologie, on a en fait un panorama complet, c'est très très riche. Mais... d'une certaine façon, par surprise, en 2022, voilà que tu produis ce que tu appelles toi-même un pamphlet qui s'intitule « Marianne ne consent pas ». Alors, pourquoi, comment et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, effectivement, donc là c'est un cri du cœur. Ce n'est pas simplement un texte, disons, théorique, philosophique, etc. C'est aussi le cri d'un citoyen indigné par ce qui arrive à son pays, d'un citoyen qui, osons le dire, est patriote, c'est-à-dire qui aime la France, même si ce n'est pas exactement la même France que le baron Seyer ou que Bernard Arnault. Exactement. Mais bon, mais eux aiment-ils la France de quelque façon que ce soit? C'est une question que on peut se poser, mais elle est purement rhétorique. En ce qui me concerne, je suis attristé de voir ce que devient ce pays. Qui, tout en étant un pays capitaliste où il y avait des injustices, certes, et j'ai combattu ces injustices toute ma vie, était tout de même encore un pays vivable, au moins pour 80% de la population, même si au marge, il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Il n'est que de penser, par exemple, à la chanson qui a fait le tour du monde de Charles Trenet, « Douce France ». Oui, exact. Et bien aujourd'hui, qu'est devenue la Douce France? Elle est concassée, elle est broyée, elle est... massacré de toutes les façons possibles et imaginables. Et donc, je me suis dit qu'effectivement, il fallait que ça sorte, quoi. J'avais envie de le dire aussi. C'était presque, comment dirais-je, un besoin, disons, libérateur, quelque part. Oui, ça exprimait peut-être même une souffrance. Une souffrance, mais naturellement, bien sûr, une souffrance. Une trait d'union France, même. Oui, les deux à la fois. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que mon pays est rabaissé, que mon pays est humilié, offensé, outragé, enfin. Et notamment qu'avec les présidences successives de notamment Sarkozy, François Hollande et Macron, alors là, on croit à chaque fois qu'on va atteindre le fond, et bon, on gratte encore un petit peu plus, au point que, comme le disait un député connu pour son humour, s'ils continuent comme ça, ils vont bientôt trouver du pétrole. Oui, c'est à peu près ça. Donc on est vraiment... c'est triste. Moi, c'est l'école, bien sûr, qui me meurtrit le plus, parce que ça a été ma vie. J'ai consacré ma vie à la jeunesse, en réalité.
j'ai consacré ma vie à la jeunesse ouvrière, qui puisse, puisque né à Monaco, je suis allé enseigner presque toute ma vie d'enseignant dans le bassin minier de Lens. Et je trouve qu'effectivement, ces lieux sont quand même dévastés, qu'il y a toute une génération qui est à l'abandon complet, que l'école ne remplit plus sa mission ni éducative, ni tout simplement sociétale. Et que par conséquent, nous sommes dans un champ de ruines. Et quand je dis ça, ce n'est pas bien sûr pour accabler les enseignants qui font ce qu'ils peuvent. Comme les infirmières font ce qu'elles peuvent à l'hôpital pour sauver ce qui peut l'être, mais en courant toute la journée, j'allais dire, pour des infirmières en courant comme des malades, quoi. D'un étage à l'autre, d'un lit à l'autre, sans pouvoir s'occuper comme il le faudrait des gens. Et puis c'est une souffrance, quoi. C'est une souffrance pour les enseignants, c'est une souffrance pour tous les travailleurs des services publics, par exemple. Mais je commence par les services publics parce que c'est mon secteur d'activité originaire. Mais on pourrait le dire pratiquement de tous les secteurs d'activité du pays, il me semble. Ah oui. Par exemple, on peut le dire aussi, puisque je suis donc un militant communiste du bassin minier de Lens, de ce qui faisait l'orgueil de ce pays, c'est-à-dire une grande industrie. On peut se dire que, par exemple, dans les années qui ont entouré mai 68, si la grande grève de mai 68 a été possible avec jusqu'à 10 millions de grévistes, c'est aussi parce qu'il y avait dans ce pays une grande industrie. Il y avait 6 millions de métallurgistes à l'époque. Que sont-ils devenus? L'industrie a été complètement dévastée et les grands actionnaires qui dirigent de fait le pays par l'intermédiaire des hommes politiques qu'ils ont mis en place ont déménagé l'industrie et se sont totalement fichus de savoir ce qu'allaient devenir les ouvriers, les fils d'ouvriers et tout ce qui tournait un petit peu autour, avec des régions entières qui sont dévastées littéralement, et où on nous a dit qu'il allait y avoir de la reconversion, etc. On l'attend toujours, ou même quand elle est venue, eh bien les usines qui devaient assurer la reconversion ont elles-mêmes fermé. Donc voilà, c'est ça aussi ce pays. Et après, on vient nous dire que la France est déficitaire du point de vue, disons, de son budget, de ses dépenses, et ainsi de suite. Comment veut-on qu'elle ne le soit pas si on ne produit plus rien ici, et si on importe tout, sans aller chercher tous les phénomènes d'endettement usuraire sur les marchés financiers. Mais déjà, le b.a.-ba, c'est quand même qu'un pays qui ne produit plus et qui importe beaucoup de choses, évidemment, s'endette constamment. Il faut partir de ça. Bien sûr. Donc je vois aussi ce deuxième aspect qui est extrêmement grave. On le voit aussi sur le terrain, non pas seulement de l'industrie, mais de l'agriculture. S'il y a parmi les auditeurs de Radio Galère, effectivement, des personnes qui travaillent dans l'agriculture, ils sont bien placés, je ne vais pas leur décrire leur propre situation. Non. Elle est terrible à l'endroit où j'habite, donc qui est le Nord-Pas-de-Calais. Je vois bien aussi ce qui est devenu, par exemple, un grand port de pêche, comme l'était Boulogne-sur-Mer. Voilà, donc là aussi, il faut importer le poisson qui arrive de Scandinavie ou d'ailleurs, même s'il y a encore un peu de pêche française, mais elle est quand même devenue minoritaire. Donc ce sont des choses qui sont très graves. Le produire en France, disons. Moi je dis pas le made in France, parce que ce recours constant à l'anglais m'horripile, mais le produire en France, c'est sinistré. Donc voilà, c'est un ensemble de phénomènes qui me font dire que ce pays, qui n'était pas le pire du monde, même s'il a commis bien des erreurs et si ses dirigeants ont aussi commis des crimes, je pense au colonialisme ou à des choses comme ça, mais qui a aussi fourni au monde les Lumières, la Révolution française, la Commune de Paris, le Front populaire. Ce pays mérite, enfin la population de ce pays mérite quand même un autre sort que celui qui lui est fait et qui conduit beaucoup des Français à une espèce de déprime permanente. Oui. Et d'ailleurs, j'ajoute un petit mot, et si je suis trop bavard, il faut impitoyablement me couper. Non. Mais on voit bien que ce qui se passe à l'Assemblée nationale actuellement, avec la crise politique et parlementaire, n'est qu'un symptôme. Bien sûr. C'est un symptôme. Si par ailleurs le pays allait bien, c'est après 6 mois ou 1 an de crise parlementaire, entre nous, personne n'en est jamais mort, et bien souvent, c'est quand il n'y a pas de gouvernement pour nuire au pays que les gens sont les plus heureux. Mais là, c'est autre chose. Là, nous avons un blocage
qui est symbolique, significatif de ce qui se passe dans les profondeurs du pays et qui est de l'ordre de la dévastation physique et morale, je dirais. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'effectivement, s'écartèlement des courants qui n'ont pas grand-chose à se dire, ou qui se retrouvent sur des positions... Enfin, oui, tout à fait. Difficulté de l'expression et difficulté de la représentation. Au nom de qui parle-t-il? Sous les étiquettes, quelles qu'elles soient, à la limite, au nom de qui parle-t-il? Et on ne sait pas. Et eux-mêmes le savent-ils. Voilà. Eux-mêmes le savent-ils. Et oui, eux-mêmes, bon, alors, il y a un certain nombre de gens qui peut-être le savent. Oui, qui voilà. ne le disent pas. Voilà. Ça, c'est peut-être encore autre chose. Mais effectivement, moi, je pense que le fond des choses, mais bon, peut-être on y reviendra, le fond des choses, c'est que la France, en tout cas la France moderne, depuis en gros la Révolution, s'est construite avec un projet, disons, formellement au moins égalitaire. Formellement. Je ne dis pas que ça allait jusqu'à la réalité matérielle, loin s'en faut. Il y a toujours eu effectivement des gens qui exploitaient d'autres gens. Mais néanmoins, le projet, c'était bel et bien, au moins il fallait faire semblant, je dirais, c'était liberté, égalité, fraternité. Et ma foi, quand on fait semblant, c'est déjà un petit quelque chose, parce que ça veut dire que on ne peut pas être trop cynique, trop brutal, trop arrogant, quoi. Mais là, plus personne ne fait semblant, quoi. Là, on est dans tout à fait autre chose. On est dans un cynisme révoltant, et quand on voit le niveau d'enrichissement des grandes fortunes, par exemple, depuis la période du Covid, et quand on voit par contre que vous avez un Français sur 3 qui ne sait pas s'il va donner des cadeaux à ses enfants à Noël, c'est tout, on a tout dit. Et quant aux gens, je ne sais pas, aux réactionnaires qui, devant une telle situation, multiplient les arguties, ils vont chercher midi à 14h, ils sont tout simplement, ce sont des gens qui ne sont pas moraux, tout simplement, qui n'ont pas la moindre moralité. Comment est-ce qu'on peut être satisfait quand on regorge de tous les biens, alors qu'à côté de soi, on a des gens qui sont censés être vos compatriotes, et qui, par exemple, ne font plus que 2 repas sur 3 par jour, par exemple. Je mets même pas de côté, je mets de côté ceux qui font un régime. Mais bon, on est vraiment dans quoi, là? Voilà, ou des étudiants qui ne mangent qu'une fois par jour, ça s'est dit beaucoup aussi, voilà, c'est la même, exactement. Mais bien sûr, on a des tas de gens qui sont mal logés, qui sont mal nourris, qui ne savent pas comment ils survivront le lendemain. Et je ne fais pas de misérabilisme en disant cela. Non, non, non. Je l'ai vu de mes yeux, lorsque j'étais encore professeur d'active il y a quelques années, je l'ai vu de mes yeux. Donc, je le vois encore parce que il me suffit de sortir dans les rues de la bonne ville de Lens. Bien sûr. Et il y a des choses qui sautent aux yeux si on veut les voir. Bien entendu que si on ne veut pas les voir et si on veut rester enfermé dans les beaux quartiers, faire 4 fois ou 5 fois le tour du monde en avion chaque année sans se soucier de ce que ça signifie, on peut ne pas voir tout ça. Bon, heureuses gens. Oui, si on veut. Oui. Heureux dans l'aveuglement. Voilà, exactement. Oui, là, c'est pas de la cécité, c'est de l'aveuglement. C'est de l'aveuglement, c'est quand on ne veut pas voir. Voilà. Donc, effectivement, à partir de là, nous sommes dans une situation qui appelle l'indignation, qui appelle la révolte, qui appelle le non-consentement. J'aimerais risquer le mot, je ne sais pas s'il existe véritablement, mais on va l'inventer. Le déconsentement, quelque part. Oui. Puisque, nous partons d'un certain assentiment de la population au départ, avec cette idée que, allez, on est quand même en République, il y a plus malheureux que nous, on n'est pas dans le tiers-monde, etc. Toutes ces choses qui se disaient il y a une quarantaine d'années avec une base objective, parce que c'est vrai qu'on n'était pas dans le tiers-monde et qu'il y avait bien pire que nous comme situation. Mais il faut voir le sens, l'orientation, exactement, vers quoi l'on va. Vers quoi l'on va. Et donc là, on s'aperçoit que les Français ne sont d'ailleurs pas idiots, puisque quand on leur demande comment ils voient l'avenir de leur pays, ils sont 9 sur 10 pratiquement, si j'ai bien vu. Exactement. Voilà, qui disent que leurs enfants vivent plus mal qu'eux et que leurs petits-enfants vivront plus mal qu'eux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les courbes démographiques ont l'inclination qu'on leur voit, et que pour la première fois de l'histoire de France depuis la guerre, il y a eu l'an dernier plus de décès que de naissances. Effectivement, c'est une inflexion qui ne trompe pas. C'est pas du ressenti, ce sont des données tout à fait objectives et vérifiables.
Parce que le désir d'enfant, il suppose aussi un endroit pour mettre l'enfant, un endroit pour le loger, un endroit pour le chauffer, et puis voilà. Non, mais c'est évident, c'est évident. Voilà. C'est évident. Et puis plus globalement, une projection sur l'avenir. Et puis dire, voilà, il aura un avenir. Voilà. Je fabrique pas un chômeur, je fabrique pas un clochard. Ouais. Ou un soldat. Ou un soldat. Ou un soldat, bon voilà, là, avec notre général Mandon, là, qui vient de dire, à la demande de Macron devant le Congrès des maires, qu'il fallait être prêt à sacrifier nos enfants. Voilà. Quel bel avenir enthousiasmant. Voilà. Ça donne envie d'avoir des quintuplés, ça. Oui, tout à fait. Mais c'est une phrase proprement monstrueuse. Absolument. On n'avait jamais entendu ça de la part d'un chef d'état-major. Jamais. Non. Jamais. Non. Bon, voilà, ils sont complètement. Le prix du sang, allez-y. Ben oui, ils sont débridés. Ils sont complètement débridés. Il n'y a plus de limite. On peut dire absolument n'importe quoi. Et le plus triste, c'est qu'il n'ait pas été hué par le Congrès des maires. Oui. Ils auraient même dû sortir de la salle et le laisser à ça au pupitre, bien sûr. Mais bien entendu, en lui disant mais vous vous trompez de lieu, et puis on ne veut pas entendre ce type de discours. Ouais. Nous sommes là pour la vie. Ouais. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être capable de défendre son pays en cas d'invasion ou de choses comme ça. Mon père a été résistant, et donc je sais ce que je dis. Oui. Mais disons que là, on n'est pas devant un cas pareil, puisque ce qu'on nous propose, c'est d'aller guerroyer à des milliers de kilomètres de la France, pour un régime sur lequel il y aurait beaucoup à dire en termes de corruption ou d'acquaintance avec l'extrême droite. Bien sûr. Et voilà, et pour quel intérêt, là encore une fois, pour notre pays, même d'un point de vue strictement patriotique, sachant que s'il y avait une guerre avec la Russie, qui est un des pays les mieux armés au monde en termes de missiles hypersoniques et d'armes nucléaires, il suffirait sans doute de quelques jets de missiles hypersoniques sur les grandes villes françaises, et puis c'est terminé, il n'y aura plus de France. Oui, exactement. Oui. Donc, et donc ce ne sera pas quelques enfants. Étrange patriote que vraiment cette personne que nous avons, ou que certains, pas moi en tout cas, ont mise à l'Élysée. Oui, alors oui. On est au cœur du problème, c'est-à-dire venant le troisième du genre, puisqu'il y a les deux précédents, bien expliquer ce qu'il est arrivé dans cette France déjà pour qu'elle puisse produire ce type de, j'ose pas dire le terme d'élite d'ailleurs, il n'est pas mérité, ce type de dirigeant. Oui, eh bien c'est très simple, hein, déjà au niveau du constat, après l'explication c'est autre chose, mais le constat c'est que après la guerre, on a eu quelqu'un comme De Gaulle. Alors, moi, ma première manifestation, c'était en mai 68, j'avais 16 ans. Et donc, j'ai crié dans la rue avec des copains, 10 ans, ça suffit. Donc, je ne suis pas susceptible d'avoir été un suppôt fervent du gaullisme. Mais entre De Gaulle et Macron, qui ne voit la décadence du pays, quoi. C'est un déclin total, surtout quand on voit les étapes. Sarkozy... qui sort tout juste de prison, François Hollande qui n'a même pas pu se représenter aux élections et qui s'est vanté d'avoir signé ou parrainé plutôt les accords de Minsk avec la Russie en avouant que c'était juste pour gagner du temps et qu'il n'avait jamais eu l'intention de les faire respecter. Bon, ces gens n'ont pas la moindre moralité. Non. Pas la moindre moralité. Qui peut penser réellement qu'ils aiment leur pays, quoi, tout simplement. Ce que tout de même, à sa façon, on ne pouvait pas reprocher de ne pas faire au général de Gaulle, par exemple. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc de Gaulle, il avait quand même risqué sa peau, qu'on le veuille ou non. Tout grand bourgeois qu'il était, il est parti à Londres et il a été condamné à mort par contumace. Tout à fait. Voilà, tout le monde n'a pas pris ce genre de risque, que je sache. Hein. Et les Américains l'auraient été de justesse. Et les Américains, auraient bien aimé l'éliminer, y compris physiquement. Oui, tout à fait. Et il s'en est fallu pas beaucoup. Et puis, une partie de l'extrême droite française, je rappelle l'attentat du petit Clamart, etc. Oui, tout ça. Voilà, ceci a tenté de le tuer 2 fois, bien sûr. Donc, effectivement, c'était autre chose. Là, qui a envie... Je ne veux pas en faire un éloge. Non, bien sûr. Non, le degré de décadence du personnel politique dans ce pays. Exactement, oui. Voilà, de même que, si je puis ajouter quelque chose, parce qu'il faut aussi dire 2 mots sur l'étrange gauche qu'il y a en face, entre, je ne sais pas moi, disons par exemple, Jean Jaurès, au début du siècle, du XXe siècle, et je ne sais pas, disons, j'ai dit François Hollande par exemple, ou Manuel Valls, ou quelques dirigeants, entre guillemets, socialistes que l'on prenne, si on le compare à Jaurès. Mais je pense que le différentiel est encore pire qu'entre Sarkozy et De Gaulle. Oui. Voilà, donc,
ce n'est pas pour rien qu'on est dans cette situation, hein, parce qu'il n'y a pas simplement un personnel bourgeois ou oligarchique profondément décadent, mais il y a aussi en face de lui, ou doit-on dire vraiment en face de lui, ou je dirais plutôt en complément de lui, disons une bonne partie de la gauche qui ne ressemble à rien, quoi. Est à la gauche ce qu'est un couteau, le couteau sans manche dont on a jeté la lame de Lichtenberg, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est la gauche, une fois qu'on a jeté tout ce qui fait la gauche, quoi. Donc voilà, nous sommes dans une situation effectivement de déclin, et bon, il faudrait se demander, alors on va me dire, alors tu es décliniste, etc. Je ne suis pas décliniste, je suis anti-décliniste. Je veux éviter le déclin dans mon pays. Et je veux que la population, et bon, par exemple mes fils, les petits-enfants des gens que je côtoie, et ainsi de suite, vivent bien. Voilà, c'est ça le souci. Je suis donc anti-décliniste, mais pour être anti-décliniste, il faut commencer par constater que 2 et 2 font 4, et que le déclin est bien là, que c'est une réalité, que c'est un fait objectif, et que sur tous les terrains, donc, que ce soit les services publics qui sont en capilotade, que ce soit le produire en France qui fiche le camp à l'étranger, que ce soit toute une série de facteurs, par exemple notre place dans les classements mondiaux concernant par exemple les mathématiques ou des choses comme ça, nous baissons. Les performances scolaires. Il y a encore une élite de grands mathématiciens, par exemple, dans le pays. Mais ça, c'est le haut de la pyramide. Et le jour où le bas de la pyramide sera totalement rétréci, bien évidemment, c'est une question purement mécanique, le haut de la pyramide va perdre plusieurs mètres de hauteur. Hein. Et bien sûr. Avec cette limite, je reprends les mathématiciens, que c'est la seule discipline scientifique de très haut niveau qui ne nécessite pas beaucoup de matériel pour faire des expériences. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, les maths, c'est quelque chose qui est d'un bon rapport. Voilà. Et oui, alors qu'un biologiste ou un physicien sans labo, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Et naturellement, bien sûr, bien sûr. Et là, il faudrait effectivement doter notre pays des moyens de véritablement redevenir une puissance scientifique de premier plan en matière de recherche fondamentale. Pas seulement en matière de recherche militaire et autre chose de ce genre. Donc l'avenir, ce qui est le plus productif en réalité, et le plus rentable, c'est ce qui au départ semble rapporter le moins. Exactement. Et donc la recherche fondamentale, c'est l'avenir d'un pays. Et là-dessus, effectivement, nous ne faisons pas l'investissement sur l'avenir. Quand je dis nous, bien entendu, c'est pas le français moyen. Hein. Non. Mais voilà. La couche dirigeante. Entre guillemets, au nom si mal mérité, ne veulent pas investir sur des choses qui ne rapportent pas à court terme et qui ne se traduisent pas en commande militaire ou en dividendes pour les actionnaires. Exactement. C'est quand même ça. Il me semble d'ailleurs, peut-être si on veut regarder là pour le constat, encore, puisque sans passer encore aux causes, mais le constat c'est aussi, par exemple, j'attire l'attention des auditeurs là-dessus, c'est l'attaque contre ce qui fait le lien numéro 1 du pays, c'est-à-dire la langue française. Oui, tout à fait. La langue française, là, est littéralement évincée dans ce pays. J'écoutais encore Macron récemment parler devant un cénacle de dirigeants européens. Il ne fait même plus semblant d'utiliser le français. Hein. C'est terminé, hein, quand il va à l'étranger. C'est le premier à liquider à ce point l'usage international du français et à cautionner toutes sortes de choses. Par exemple, lorsque Macron organise des événements internationaux sur le territoire national, sous l'égide de l'Élysée, c'est par exemple l'élément Choose Friends. Oui, tout à fait. Attirer les patrons du monde entier en baissant les normes sociales dans notre pays, ou par exemple aussi pour ce qui est des sommets dits écologiques, le sommet régulièrement organisé qui s'intitule Make Our Planet Great Again. Voilà, ça à Paris, et organisé par la France. Voilà, les premiers à saboter la langue du pays, c'est nos gouvernants. C'est nos gouvernants. Alors que l'article 2 de la Constitution dit, j'allais le rappeler. Et oui, tout à fait. Voilà, mais oui, bien sûr. C'est que la langue de la République est le français. Qui l'eût cru? Quand on regarde, je propose un test aux auditeurs, qu'ils se promènent dans la principale rue de leur ville
et qu'ils regardent le nombre d'enseignes qui sont déjà en anglais, et Bien généralement sûr. en mauvais anglais. Bien sûr. Anglopis, ils verront que c'est pratiquement 1 sur 2. Oui, Si oui. c'est pas plus. Oui, oui. C'est tout à fait net. Mais quand l'exemple vient d'en haut, si je puis dire, Oui, voilà. il est suivi. Est-ce que, moi je vais aller prononcer un très gros mot, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un cas de haute trahison? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, à une autre époque, on aurait traduit de telles personnes devant une haute cour. Hein. Ouais. Et effectivement, là, nous sommes devant des gens qui, sur tous les terrains, que ce soit le terrain économique, que ce soit le terrain industriel au sens étroit, il faut voir ce qui s'est passé avec Alstom il y a quelques Bien années, sûr. alors que Macron était ministre de l'économie. Mhm. Sur le plan, par exemple, en ce moment, s'il y a, là, encore une fois, des auditeurs agriculteurs, par exemple, Mhm. des gens qui jurent leur grand Dieu qui ne vont pas signer le traité avec le Mercosur qui va ruiner nos paysans. Mhm. Mais qui, parce que l'Europe est la vache sacrée, ce qu'on ne peut pas contester, sont en train tout simplement, jour après jour, de dire oui, mais avec des améliorations, oui, mais avec des amendements, etc. On sait très bien que les améliorations et les amendements, une fois que le traité sera passé, tout ça s'envolera, et que ce qui restera, c'est le bœuf aux hormones et la ruine du petit paysan. Bien sûr. Mais où est l'intérêt national là-dedans? Où est l'intérêt Mais il y en national? a pas, c'est l'intérêt du Ces gens s'en capital. fichent. Bien sûr, c'est l'intérêt du Ces gens capital. s'en fichent Voilà. totalement. Bon, l'ouvrier, le petit et moyen paysan, le pêcheur dont je parlais tout à l'heure, le petit fonctionnaire, qu'il soit facteur, qu'il soit infirmier, qu'il soit instituteur, etc. Tout ça, le petit commerçant là qui finalement n'a plus de place là coincé entre le e-commerce, les grandes surfaces et tout ça, c'est-à-dire le peuple, quoi, c'est-à-dire 80% du peuple. 80% du peuple n'a plus de place dans son propre pays. Mhm. Voilà ce qui est en train de se passer. Et évidemment, bien sûr, pour faire passer tout ça et qu'il n'y ait pas de révolte, on va dire que c'est la faute aux immigrés. Oui, bien sûr. Mais on ne doit pas voir que c'est quand même pas les immigrés qui organisent la casse industrielle du pays, qui sous-financent depuis 40 ans les services publics et ainsi de suite. Bien entendu, qui supprime les postes d'enseignants, etc. Bien entendu. Les immigrés en la matière, ils sont comme tout le monde, ils regardent passer le train et ils n'ont aucun accès aux manettes. Voilà. Hein. Non, non. Donc il faut regarder quels sont les véritables auteurs de ces mesures qui démolissent totalement ce qui était quand même un pays qui avait des routes, qui avait une industrie, qui avait, je ne sais pas moi, des chemins de fer qui fonctionnaient, des trains qui arrivaient à l'heure, une poste pratiquement dans chaque village. Enfin, ce n'est pas être nostalgique que de dire ça. Non, non. Être nostalgique, ça serait rêver du passé, à idéaliser, ainsi de suite. Je sais très bien que dans le passé, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et on se battait pour les changer. Exactement. Mais voilà, là, ça va de mal en pis. C'est ça qui... Quand on dit ça, ce n'est pas une nostalgie du passé, c'est une volonté que l'avenir ne soit pas complètement détruit. C'est par rapport à l'avenir qu'on dit tout ça. Et bien sûr. Donc, je reprends ce que tu dis sur les services publics en zone rurale, etc. Ça me fait revenir à la mémoire, et toi aussi, certainement, ces gilets jaunes qui disaient « mais dans mon village, il n'y a plus rien, je suis obligé d'aller faire des dizaines de kilomètres, etc. » Ces gilets jaunes qui disaient ça, on a failli les tuer, on en a tué quelques-uns, on en a éborgné plusieurs, ils ont été maltraités par la République comme jamais. Oui, enfin... Alors c'est tout à fait juste, sauf que je ne dirais pas qu'ils ont été matraqués par la République, mais par les ennemis de la République. Oui. Qui sont tout à fait, oui, tout à fait. Parce que la République, tu as raison, tu as raison, bien sûr. Moi je dis quelquefois l'irrépublique, I-2-R-E. Ouais. Parce que par exemple, c'est la Ve République encastrée dans l'Europe de Maastricht, etc. Est à la République ce que François Hollande est à Jean Jaurès, enfin par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, à peu près. C'est-à-dire une contrefaçon. Oui, une contrefaçon. Une caricature, oui. Effectivement. Et c'est là, il faut reconquérir la République véritable. Par rapport à ça, moi j'ai porté le gilet jaune en 2019, je crois. Oui. Voilà, effectivement. Et d'ailleurs, je suis assez content d'avoir mis sur la une de mon petit bouquin, Marianne ne consent pas, une figure de Marianne, où tout le monde connaît la liberté guidant le peuple de Lacroix, oui. qui porte le gilet jaune et qui brandit le drapeau rouge. Et qui a sur la tête le bonnet phrygien des sans-culottes.
Voilà, Donc c'est un peu le symbole de cette France dont je pense qu'elle ne consent plus. Voilà. Et que donc, en fait, si je me suis appuyé sur ce titre, je ne sais pas si c'est le bon moment pour dire ça, mais c'est parce que j'ai pensé aux luttes féministes. Et oui, j'allais te dire, il y a un lien, parce que c'est un mot qui est utilisé beaucoup dans les questions de rapport de genre. Hein. Donc, voilà, c'est ça, oui. Donc il y a toute une réflexion sur ce que c'est que consentir et ne pas consentir. Okay. Et personne, semble-t-il, ne comprend que d'abord la figuration traditionnelle de la France, mais même sous l'Ancien Régime, puisque la figure de Marianne vient de l'Ancien Régime, hein, elle était antérieure à la Révolution. Et donc la France a toujours été figurée par beaucoup de gens, notamment même au Moyen-Âge, par une femme. Au Moyen-Âge, pour se moquer d'elle, les puissances environnantes de la France disaient que la France était le pays des femmes. Parce qu'il y avait la courtoisie, la galanterie, les salons, déjà, des choses comme ça. Et donc, Marianne est le symbole de la France. Et je m'étonne qu'on ne voit pas que les problématiques du féminisme, du consentement, du viol, mais bien sûr. Voilà, sont typiques de ce qui est en train d'arriver à la France, à Marianne. Exactement. Et que Marianne, l'exemple le plus évident qui saute aux yeux, c'est le référendum du 29 mai 2005. Eh oui. Oui, où le peuple français a dit non à 55% à la Constitution européenne, et où dès 2008, Sarkozy et Hollande, qui se sont donné la main au Parlement pour cela, ont fait voter le traité de Lisbonne, c'est-à-dire la Constitution européenne que le peuple venait de rejeter. Ça, c'est un viol caractérisé. C'est un viol de masse. C'est un viol caractérisé. Tout à fait. Et après, on se demande comment il se fait que les gens ne vont plus voter. Mais ils ne sont pas idiots, les gens. Ils ne sont pas idiots. Et ils n'en redemandent pas, quand ils ont été... Enfin, les gens... La République, la véritable République, c'est-à-dire non pas Macron et compagnie, mais le peuple, le peuple français, ça lui fait pas plaisir d'être violenté comme ça. Non. Effectivement. C'est ce que tu as dit aussi très justement, c'est-à-dire les 34 ou 35 gilets jaunes éborgnés, dont les mains ont été arrachées, etc., par une répression sauvage. Là aussi, c'est une violence incroyable faite au peuple, avec des gens qui ne faisaient que demander un peu de justice sociale et de quoi ne pas crever dans leur lointaine banlieue. Un peu plus d'égalité, ou un peu moins d'inégalité, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Bien sûr, je pensais par exemple à ces gens qui conduisent des ambulances, par exemple, dont j'ai connu certains à cette époque-là, qui se lèvent à 5 heures du matin ils habitent à 70 km de l'endroit où ils travaillent. Ils commencent par se faire 70 km pour aller travailler. Et puis le soir, ils se couchent à pas d'heure et donc ils sont mal payés. Et c'est une vie d'esclave. Bien sûr. Comment ça s'appelle en réalité quand on travaille toute la journée et que on a juste la force de dormir quand on rentre chez soi et de recommencer le lendemain? Moi, je trouve que c'est tout simplement une situation d'esclavage. Ouais. Voilà, donc on est devant des situations comme celle-là qui renvoient à l'esclavage, qui renvoient au viol, et donc du même coup qui renvoient aux problématiques de déconsentement. Il s'agit de déconsentir à tout cela, et des choses qui pouvaient paraître naturelles encore la veille, de dire, eh bien non, ça suffit, on arrête, on ne consent plus. Et il me semble que c'est quand même ce qui... arrive au pays aussi, c'est le deuxième aspect, c'est ce déconsentement qui provient du fait que d'abord les gens ne peuvent plus consentir parce que c'est trop dur. Ça fait trop mal. Il y a des limites. Et même la propagande, le bourrage de crâne et ainsi de suite, ça a ses limites, parce que quand on ne mange plus à sa faim, quand on n'a plus de quoi payer son électricité, quand on ne peut pas payer son loyer, on peut toujours raconter des cracks. N'empêche que la réalité vous saute à la figure. Donc je suis persuadé qu'il y a des gens qui entendent ça en ce moment et qui le savent et qui le vivent. Et ça, c'est un premier point. Et puis, tout simplement aussi, il y a la question de la dignité. On nous demande notre avis, on le donne et puis on fait le contraire. Ça s'appelle un bras d'honneur. Oui, bien sûr. Ça s'appelle du mépris et du mépris de classe aussi, puisque on sait très bien qu'en 2005, quand il y a eu le vote sur la Constitution européenne, 80% des ouvriers et 65% des employés ont voté non. Ce sont les classes populaires. Exactement. Oui.
Donc bon, ça veut dire allez vous faire voir, les petites gens, là, les ouvriers, les employés, les paysans, les artisans, etc., on n'en a rien à faire. Taisez-vous. Ouais, c'est ça. Pourvu que les 10% qui, au cœur des grandes métropoles, ont tous les plaisirs de l'existence, eux, puissent jouir de la grande Europe capitaliste, faire 3 fois le tour du monde par an et ainsi de suite. Bon, voilà, tout le reste, il n'a qu'à crever. Et oui. Et ce que je dis là, bon, ça peut paraître violent, mais c'est pas ce que je dis qui est violent. Hein. Mais bien entendu, c'est la réalité. bien entendu, bien entendu. Voilà. Donc, alors, on évoque, et à juste titre, l'Europe à propos de ce référendum. Donc là, on est dans une des causes centrales. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Volontiers, volontiers. Je dirais qu'en fait, en gros, selon moi, c'est la cause profonde du mal-être français. Oui. Je dirais qu'en fait, en gros, les deux logiques qui ont construit la France et qui, de l'autre côté, construisent actuellement l'Union européenne sont deux logiques frontales, qui s'opposent radicalement. Antithétiques, oui. Et que ce n'est pas pour rien, en fait, que notre pays est un pays qui souffre, peut-être davantage encore que d'autres pays européens, qui, eux, ont toujours été plus ou moins dans une logique néolibérale, enfin, ou en tout cas, n'ont pas connu ce que nous avons connu. La France, pour commencer, donc déjà sous l'Ancien Régime, la France est un pays qui s'est construit largement par le haut et par l'État. Oui. Par exemple, chez nous, l'industrie n'a pas été créée par le patronat privé, mais par Colbert. Absolument. Et donc par Louis XIV. Hein, c'est une création de l'État. Et donc, bon, d'une manière ou d'une autre, dans notre pays, il y a toujours eu, déjà avant, hein, sous Henri IV, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, par exemple, c'est l'État qui a mis en place les canaux, les grandes voies de circulation. À l'époque d'Henri IV, après les guerres de religion, quand il s'agissait de redresser un pays dévasté. Et donc ça, c'était déjà sous l'Ancien Régime. Mais évidemment, l'Ancien Régime ne pouvait pas aller très loin là-dedans parce que sa logique féodale ne pouvait pas être conciliable avec le bien commun en profondeur. Mais lorsque la République s'est mise en place, même si ça a été très chaotique au XVIIIe ou au XIXe siècle, évidemment, elle s'est, disons, en quelque sorte, construite sur les piliers suivants: République une et indivisible, c'est ce qu'on appelle le jacobinisme, la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, qui a gagné en 1905, c'est d'ailleurs en ce moment même on célèbre, le 120e, je crois, anniversaire de la loi de séparation. Ce mois-ci, oui, ce mois-ci. C'est ce mois-ci, c'est le 9 décembre. Voilà, c'était hier. Donc c'est pas aujourd'hui, non? C'est hier, C'était hier. Bon anniversaire à la loi, laïque, bien sûr. Et à la séparation, qui est si peu respectée d'ailleurs, mais enfin c'est un autre sujet. Ouais. Et donc ça a été ça. Ça a été aussi quelque chose de très important, qui est la puissance en France du mouvement ouvrier. Ouais. Et notamment dès le XIXe siècle, déjà avec des grandes insurrections républicaines et ouvrières, comme les Trois Glorieuses, 1830, ou comme 1848, les ouvriers pour la première fois brandissant le drapeau rouge sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, etc., ou la Commune. De Paris, en 1870. Le congrès de Tours avec la création du Parti communiste en 1920, 1936 c'est le Front populaire, et surtout, je dirais presque, surtout avant tout, le rôle du Parti communiste français, qui était le premier parti français, le premier parti de France, pratiquement jusqu'aux années 80, jusqu'à la fin des années 70, c'était le premier parti de France. Et donc, même si ce parti contestait le capitalisme, justement, les capitalistes avaient peur de lui. Et pour ne pas lui laisser trop de terrain et faire en sorte qu'il n'ait pas trop de grain à moudre, il lui cédait un certain nombre de choses, et notamment en 1945, après le rôle très important des communistes dans la résistance. Et là, il y a eu donc des ministres communistes, et ça, la plupart des gens ne le savent pas, et c'est pas dans les livres d'histoire de l'actuelle école qu'ils vont l'apprendre. Il y a eu, par exemple, Maurice Thorez, qui a créé le statut de la fonction publique, ou le statut du mineur, ou même le premier ancêtre du SMIC dans la fonction publique. Il y a eu Ambroise Croizat, qui a créé notamment les comités d'entreprise, la sécurité sociale, excusez du peu, et puis les retraites par répartition. Il y a eu Marcel Paul qui a créé Électricité de France, François Billoux
figure marseillaise très importante, qui était ministre, je crois, de l'Industrie, qui a participé à la nationalisation de Renault, la SNECMA dans le domaine de l'aviation, l'ancêtre d'Airbus. Bon, et ainsi de suite. J'en oublie certainement les plus importantes, quoi. Et donc, la France a hérité de ce qu'on a appelé l'exception française. Oui. En Europe, donc avec un modèle redistributif assez important, avec une puissance dans le pays de la classe ouvrière. Le monde du travail et la classe ouvrière avaient leur place, durement conquise. Et le communisme lui-même, le marxisme et ainsi de suite, étaient quand même dans le paysage intellectuel, quoi. Et tout ça, c'est la construction française dont est sorti ce que Charles Trenet appelait la douce France. Oui, exactement. La douce France, c'est pas tombé du ciel, parce que par exemple, c'est pas pour rien que Charles Trenet, dont je parle à l'instant, ça me saute aux yeux en le disant, c'est le chanteur du Front populaire. Oui. Exactement, c'est le chanteur des congés payés. Il y a de la joie, etc. Enfin, les chansons de cette époque-là, quoi. Tout ça va de pair avec les grandes grèves, les occupations d'usines, et puis jusqu'en 1968, 10 millions de grévistes, et ainsi de suite. Donc la France, elle s'est construite comme ça. Un pays capitaliste, certes, mais dans lequel, premièrement, il y avait eu la Révolution française avec des figures comme Robespierre, c'est-à-dire les sans-culottes, le peuple, etc., s'approchant du pouvoir. Et puis ensuite, effectivement, le mouvement ouvrier, les luttes laïques aussi, et le mouvement ouvrier devenant quelque chose de très important dans le pays. Et bien, qu'est-ce que c'est que la construction européenne ? Eh bien, c'est la même chose à l'envers. Voilà, quasiment systématiquement. Voilà, c'est la destruction systématique de l'exception française. Et comme la France a dans ses gènes l'exception française, quand on casse l'exception française, on casse quoi ? Eh bien, on casse la France. Et les Français. Et donc, construire l'Union européenne, c'est déconstruire la France. Et donc, évidemment, ce n'est pas un hasard si les couches populaires françaises ont toujours été extrêmement réticentes à l'égard de l'Union européenne. D'abord contre Maastricht, enfin en 1992, je crois, le traité de Maastricht, qui a failli, le nom a failli gagner déjà à l'époque. Oui, ça a été limite. Fou, Oui, tout à fait. Et donc à l'époque déjà, les milieux ouvriers, par exemple, avaient, à l'appel du Parti communiste et de la CGT, avaient voté non massivement. Et puis en 2005, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est encore les couches populaires, les ouvriers surtout, qui ont voté non massivement. Donc voilà, les ouvriers, ils le savent, parce qu'ils l'ont vécu. Ils savent que l'Union européenne, ça veut dire privatisation, ça veut dire délocalisation, ça veut dire baisse des normes sociales, ça veut dire blocage des salaires, en réalité, austérité sans fin, et toutes sortes de choses comme ça. Et maintenant, en plus, pour couronner le tout, marche à la guerre contre les Russes, parce qu'on nous a dit au départ que l'Europe c'était la paix, et bien bravo, c'est vraiment la paix l'Europe, tout le monde le voit. Bon, enfin bref, donc la déconstruction de la France va de pair avec la construction, non pas de l'Europe d'ailleurs, parce que c'est abusif de dire l'Europe. Bien sûr. Ben oui, c'est l'Europe de toute façon, c'est un continent, il est là comme l'Asie ou comme l'Afrique, et c'est pas les constructions politiques qui vont y changer quelque chose, mais c'est en fait la construction d'une sorte de cartel de grande puissance oligarchique, plus impérialiste, plus réactionnaire, plus patronale au pire sens du mot, les unes que les autres. Et bon, ça, j'en veux évidemment pas aux autres peuples d'Europe, faut-il le dire. Et que si on pouvait construire une Europe des peuples, là, on ne pourrait qu'être pour. Mais l'Union européenne, c'est pas l'Europe des peuples. C'est pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une caricature, c'est une contrefaçon, et une contrefaçon dangereuse. Voilà. Donc il me semble que c'est un peu ça, et que bon, tant que le peuple de France n'aura pas véritablement secoué ce carcan-là, il aura bien du mal à reconstruire son pays, et à retrouver l'optimisme et l'espoir. Donc voilà, le tout c'est de secouer ce fatalisme qui consiste à dire ah là l'Europe est là, on n'y peut rien, elle est pas terrible, elle est bien triste, mais c'est fini, on n'y peut rien. On ne va jamais nulle part avec des phrases comme ça. Et alors présentement, dans la situation concrète de l'Union européenne, il semble bien que la France ne soit pas le seul pays où il y ait des gens qui disent que cette construction européenne ne sert à rien, ou même elle est très négative pour nos pays. Donc est-ce qu'il n'y a pas là déjà une faille quelque part dans cette construction si bien faite, si bien huilée et si contraignante ?
Oui, je pense qu'effectivement, comment dirais-je, l'Union européenne a mangé son pain blanc. Oui, Sur voilà. notre dos, mais elle a mangé son pain blanc. Parce que, bon, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, à l'époque de Mitterrand, par exemple, encore plus lointainement, Oui. bon, disons qu'en gros, l'Union européenne était à la mode, on nous disait c'est la paix, c'est la prospérité, c'est je ne sais pas quoi encore. Aujourd'hui, plus personne n'ose dire ça, hein. Non. Aujourd'hui, même les partisans de l'Europe disent qu'il faut la changer, qu'il faut la changer du dedans, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Oui. Bon, enfin, pour faire passer la pilule, mais quand même qu'il faut la changer, parce que c'est devenu tellement insupportable que c'est plus possible de peindre tout ça en rose. Bien On sûr. voit qu'elle est, comment dirais-je, elle est cacadois, hein, si l'on peut dire, cette Oui. Europe, hein, si Oui. vous cherchez une couleur. Et Oui. que bon, Vert de gris. Oui. vert de gris, même exactement, de plus en plus militariste, c'est l'économie de guerre. On vous trouve 800 milliards pour fabriquer des missiles et risquer une guerre mondiale avec les Russes, mais on n'a pas un chiffre 1 pour construire un hôpital ou pour rénover les écoles ou désamianter les collèges. Exactement. Enfin, ça ressemble à quoi tout ça? Et on nous dit oui, mais c'est pour défendre nos valeurs, hein. Bon, parlons-en de nos valeurs, parlons-en, hein. Encore quelles valeurs? Bon, les valeurs du CAC 40, de Wall Street. Oui. Oui. C'est une réalité, hein. Oui. On le voit bien. Là, les braves gens qui vont travailler tous les jours et pour qui c'est dur, qui travaillent dur, qui savent pas s'ils ont quand même encore un emploi un an plus tard et ainsi de suite, à qui on demande tout le temps de faire des sacrifices. Maintenant, on leur dit ne vous faites pas de soucis pour défendre tout ça, c'est-à-dire cette vie enthousiasmante que vous menez. Eh ben, vous avez une perspective intéressante. C'est que vos enfants aillent mourir en Ukraine. C'est ça, voilà, voilà le débouché, Voilà, tout à fait. vraiment. Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que les dirigeants de ce pays? Et là encore, je veux quand même mettre le pied dans le plat. Qu'est-ce que c'est que ces dirigeants de gauche ou même ces dirigeants syndicaux qui ne disent jamais un mot contre l'Europe, hein, parce que là c'est la vache sacrée, et qui, du coup, effectivement, sont incapables d'offrir des perspectives de lutte, de résistance à ce pays, alors qu'il y a des ferments de résistance dans le pays, que la France ne consent plus, qu'il y a eu les Gilets jaunes, qu'il y a eu le référendum de 2005, que les luttes sur les retraites, il y a quand même eu aussi des mouvements très importants, y compris de Absolument. blocage, d'occupation de raffineries, je crois effectivement des choses comme ça, hein, et que le peuple il est là, hein, il demande qu'à se défendre à condition qu'on lui offre des perspectives véritablement de lutte, pas simplement de protestation pépère et puis on rentre chez soi et puis après que voulez-vous, comme dirait Laurent Berger, on est arrivé au bout du processus parlementaire, il faut bien passer à autre chose. Bon, autrement dit, on vous promène et puis vous rentrez sagement chez vous. C'est pas ça, déconsentir. Quand on déconsent, on dit non. Voilà. Non, c'est non. Non. Et on ne dit pas, on ne chante pas simplement, on lâche rien, et puis après on lâche tout. Oui, oui, c'est vrai que c'est assez cruel. Ça devient pénible quoi, d'entendre sans arrêt on lâche rien. Ça fait 30 ans qu'on perd surtout. Il faut aller plus loin que ça. Non, il ne faut pas simplement dire on lâche rien. Il faut peut-être dire on décroche de l'Union européenne. Voilà, et tant que les syndicalistes, beaucoup de syndicalistes n'iront pas jusque-là, il faut secouer les puces, hein, parce que sinon nous sommes tous frères et nous sommes tous de gauche et ainsi de suite. Non, nous ne sommes pas tous de gauche. Il y a gauche et gauche. Voilà. Et il y a une partie de la gauche qui n'est pas de gauche. Voilà. Et pour être vraiment de gauche, c'est un paradoxe, parce qu'évidemment c'est mal pensant ce que je vais dire, mais pour être vraiment de gauche, comme Robespierre l'a été en son époque, comme Jaurès l'a été à la sienne, et comme par exemple Jacques Duclos ou Marcel Paul l'ont été à la leur, il faut être patriote. Pas comme Le Pen, hein, puisque ça n'est pas comme Bardella. Hein. Tout à fait, c'est le contraire de Bardella, qui de toute façon, comme Le Pen, est en réalité favorable à l'Union européenne et à l'OTAN. Hein. Bien sûr. Je pourrais le démontrer en détail s'il le fallait, en sortant les textes, les déclarations, les votes, et ainsi de suite. Mais en étant tout simplement patriote au sens véritable du mot, au sens qu'avait ce mot en 1789, à Valmy, hein, c'est-à-dire on défend son pays, et dans son pays on défend son peuple. Et comme le disait un grand philosophe que j'admire beaucoup, qui s'appelle Georges Politzer, et qui était communiste et qui a été fusillé par les Allemands en 1941, la nation c'est le peuple. Hein. Pour moi, la nation, c'est le peuple. Et ça, c'est pas de droite, hein, de dire ça. Hein. C'est pas réac. Hein. Comme les Cubains ont été patriotes quand ils ont fait la révolution, comme les Vietnamiens l'ont été quand ils ont
libérer leur pays, et ainsi de suite. Et nous, on ne doit pas craindre d'être patriote, tout en étant, ça n'empêche absolument pas, défenseur des droits des autres pays. Il ne s'agit pas d'être patriote contre les autres peuples. Il s'agit juste d'être patriote contre les gens qui détruisent notre pays, qui sont les gens de l'oligarchie. Ces gens qui ne se sentent plus spécialement français, allemands ou quoi que ce soit, qui ne parlent qu'anglais à leurs gosses, qui de toute façon sont ce qu'on appelle des everywhere, qui sont partout, quelque part, qui sont partout chez eux, partout parce que tout simplement ils ont beaucoup d'argent et que donc ils considèrent au fond le monde comme un vaste hôtel. Oui. On se déplace d'un endroit à un autre et puis le jet, la piscine privée, et ainsi de suite, quoi. Je ne caricature pas, c'est comme ça. Non, bien c'est sûr. Comme ça. Non, Il suffit d'aller faire un petit tour du côté du port de Monaco, par exemple, pour voir bien ce qui sûr. je parle. Oui, bien entendu. Oui. Non, il y a une inégalité dans la consommation du kérosène qui est fabuleuse. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est pas comme ça qu'on parle dans les COP. On ne dit pas ça comme ça. On ne parle pas en termes de classe dans les COP. On parle en thermie, en gigawatts. Non, mais alors, c'est ça qui est caché. C'est le rapport de classe. Oui. C'est le rapport de classe, effectivement. Tout est fait pour les terres, nous faire croire que la lutte de classe est dépassée, que la lutte, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. C'est évident, il n'y a qu'à regarder autour de soi. Tiens, si vous êtes, je sais pas moi, dans votre chambre, c'est sûr que les lits, votre lit, les draps qui sont dessus, l'armoire, etc., tout ça a été fabriqué par personne. Ça s'est fait comme ça. C'est tombé du ciel pendant la nuit. Voilà, et même si on me dit qu'il y a des robots, il y a quand même quelqu'un qui a fait les robots. Et puis il y a quelqu'un qui est allé extraire du fer et d'autres matériaux nécessaires pour faire tout ça. Donc le travail humain est inéliminable. Exactement. Donc voilà, on cible bien des objectifs sur les constructions institutionnelles, donc Union européenne. Tu n'as pas parlé directement de l'OTAN, mais c'était sous-jacent. C'est un autre obstacle à notre indépendance nationale. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'OTAN en tant que tel, mais c'est tout simplement parce que pour moi l'OTAN et l'Union européenne c'est pareil, c'est la même chose. Alors effectivement c'est pareil s'il y a juste un acteur qui n'y est pas, c'est tout. Voilà. Mais c'est le tireur de ficelle. Voilà, c'est ça. Bon, évidemment, c'est vrai que les États-Unis sont pas très loin de tout ça. Évidemment, l'Union européenne est en fait une projection états-unienne depuis la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement. Et de même l'OTAN, bien entendu, qui a toujours utilisé la menace ou la prétendue menace soviétique, puis russe maintenant, pour tenir l'Europe. Voilà, et pour faire en sorte que tous ces vassaux là, allemands, français, anglais, etc., soit le petit doigt sur la couture du pantalon devant l'oncle Sam. Tous ces gens-là fonctionnent en symbiose parfaite. On voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, le soutien à l'OTAN, le soutien à l'Union européenne, c'est quasiment la même chose, y compris de la part de la droite, d'une part, et de toute une partie de cette gauche qui n'est pas de gauche. Tout ça va ensemble. Ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de nous construire un grand empire européen ou atlantique, dans lequel l'Allemagne, capitaliste naturellement, dit ouvertement qu'elle veut redevenir la première puissance militaire du continent. C'est vachement intéressant pour la paix, ça aussi. Oui. Et d'aller vers l'Est. Pour se ruer vers l'Est. Quand on voit le chancelier Merz qui rêve effectivement d'envoyer l'armée allemande en Ukraine, ça devrait quand même un peu faire réfléchir, tout de même. Et oui, mais on a tellement enterré de souvenirs. On a enterré le souvenir de Stalingrad, de la libération de l'Europe, etc. Et ça, tout ça fait partie d'un système propagandiste bien rodé. Naturellement, oui, bien sûr. On parlait de De Gaulle là tout à l'heure, et en 1944, quand De Gaulle est allé envoyer en visite d'État à Moscou, il s'est empressé de déclarer devant le maréchal Staline, qu'à l'époque beaucoup de gens révéraient, que les Français savaient bien que la Russie soviétique avait joué le rôle principal dans leur libération. Et à l'époque, même les anticommunistes savaient que les trois quarts
des divisions allemandes était sur le front de l'Est, et que c'est l'Union soviétique qui a joué le rôle, et de loin principal, dans la défaite de l'hitlérisme. Tout à fait. Mais aujourd'hui, les petits Français, là, à l'école, apprennent que c'est les États-Unis qui sont arrivés au dernier moment. Je ne minimise pas, évidemment, les sacrifices des GIs qui sont tombés en Normandie ou ailleurs, mais c'est pas comparable, quoi. Les pertes soviétiques, c'est autour... le chiffre bas, c'est 27 millions de morts. Aucun pays, ni de près ni de loin, n'a consenti un tel sacrifice aussi énorme, aussi considérable. Ben oui. Et à l'époque aussi, il ne faut pas oublier, quoi, quand même, 1945, les grandes conquêtes sociales dont nous vivons, eh bien, ce sont les communistes français. Pour l'essentiel, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez chez votre pharmacien et que vous n'êtes pas comme aux États-Unis obligé de sortir votre portefeuille pour... si vous cassez la figure dans la rue et que vous vous cassez une main, votre premier souci, c'est de savoir si vous allez payer. Bon, en France, on n'en est pas là encore. Et grâce à qui ? Eh bien, grâce à quelqu'un qui s'appelait Ambroise Croizat et qui a été ministre communiste du Travail, d'ailleurs, non pas du Travail, mais disaient les salariés de l'époque, des travailleurs, en 1945-47. Les retraites par répartition que nous défendons, c'est les communistes, je redis, les statuts de la fonction publique et d'EDF, etc., ce sont les militants communistes et cégétistes des années 45. C'est en gros, pour parler en termes, je dirais, un peu théoriques, disons, en termes gramsciens, en me référant à Antonio Gramsci, le grand militant marxiste italien et antifasciste italien, il y a eu en 1945 ce que j'appellerais le bloc historique de Stalingrad. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, il y a eu une sorte de grand bloc culturel, idéologique, dans lequel, effectivement, le communisme était inclus et le fascisme était exclu. C'est-à-dire que les communistes et l'Union soviétique avaient contribué à la défaite de l'hitlérisme, et donc, même les réactionnaires étaient tenus à une certaine réserve par rapport à l'antisoviétisme, à l'anticommunisme, et donc du coup, ça faisait une place pour le monde du travail, pour l'élite du monde du travail. Ça créait un rapport de force culturel et idéologique pour les avancées sociales. Alors qu'à notre époque, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est le film de Stalingrad qui passe à l'envers en ce moment avec la guerre en Ukraine, quoi. Et donc nous avons en fait un bloc historique qui s'est construit autour de la réunification allemande, etc., toutes ces choses-là, où le fascisme est à nouveau intégré, où l'extrême droite est très bien vue en Europe, où elle accède de plus en plus, de toute façon, au gouvernement, en Italie, par exemple, une nostalgie couverte de Mussolini qui est au pouvoir. En Ukraine, bien, on idéalise Bandera, qui a été un sauvage assassin antisémite, et qui a combattu les soviétiques du côté de Hitler. Tous ces gens-là sont bien vus. Il est interdit dans nos médias de dire que l'Ukraine est devenue un endroit où toute l'extrême droite européenne se retrouve, que l'élite de l'armée ukrainienne, c'est le bataillon Azov, où ces gens montrent leurs biceps tatoués de croix gammées, et ainsi de suite. Bon, donc voilà, et de l'autre côté, par exemple, braves gens, le savez-vous, mais... le Parti communiste vient d'être interdit en Pologne. Le Parti communiste vient d'être interdit en Tchéquie. Et ça, dans les... et il était déjà en Ukraine. Oui, tout à fait. Oui, donc en gros, c'est le bloc d'anti-Stalingrad, si on peut dire, c'est-à-dire un bloc qui exclut les communistes et qui inclut les fascistes. C'est super dangereux. C'est super dangereux. C'est la roue de l'histoire qui tourne à l'envers. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc je ne suis pas en train de dire des trucs glaçants, angoissants, etc. Je suis juste en train de dire que faut résister. Et surtout, il ne faut pas se laisser rouler. Il ne faut pas se laisser, berner par cette espèce, comme tu le disais à l'instant, de propagande de guerre, de propagande fascisante, qui nous environne. Alors, est-ce qu'il y a des échéances politiques sur lesquelles on peut s'appuyer ? Oui, alors je dois dire que je ne suis pas un grand admirateur des échéances électorales. Non. Parce que, oui, voilà. Alors d'abord, pour en dire un mot tout de même, ces échéances électorales qui peuvent venir, présidentielles, etc.
n'étant pas spécialement, anarchiste, gauchiste, tout en respectant les gens qui le sont, je ne dis pas élection piège à con, il peut être utile de participer à telle ou telle élection, il faut pas être nihiliste, il faut regarder de près les programmes, etc., etc. Bon, donc, de ce côté-là, ne soyons pas simplistes, ou binaires, comme on dit aujourd'hui. Mais ce n'est pas de là que peut venir principalement le changement, parce que les forces de gauche actuellement dans le pays sont-elles capables de porter un véritable projet alternatif ? C'est la question. Actuellement, non. Il faut oser dire les choses, parce qu'elles n'osent pas critiquer la construction européenne. Voilà. Le climat a été créé dans le pays pour que, par exemple les communistes, enfin tout au moins ceux du PCF, dont j'ai été longtemps et dont je ne suis plus actuellement, disent il faut changer l'Europe du dedans. Comme si c'était possible. Voilà, c'est évidemment impossible. Oui. Ou c'est pas l'Europe sociale alors que c'est pas dans les statuts. Oui, c'est ça. Et puis d'abord il y a l'expérience. Oui. Si c'était possible, ça ferait un petit moment qu'on le verrait, parce que c'est pas un perdreau de l'année, l'Union européenne. Non, pas du tout. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça existe, et je défie quiconque de me dire une loi sociale qui soit sortie de l'Union européenne, alors que je peux donner 2000 directives antisociales, anti-écologiques, et tout récemment encore, si on veut. Là, par exemple, l'interdiction des découvertes bancaires, ça vient de l'Union européenne. Ça va plonger des millions de gens dans la panique, littéralement. On va les remettre entre les mains des usuriers, oui, tout à fait, c'est épouvantable. Et oui, bien sûr, on va aller, comme on disait auparavant, au clou. Exactement, le mont-de-piété généralisé. Voilà, c'est ma tante, comme on disait, je crois, à une époque, un truc comme ça. Bon, non, mais vraiment, Harpagon, quoi, c'est le retour d'Harpagon. Exactement, oui. Bon, et puis, alors, il y a donc, tant que toute une partie de la gauche considérera comme une vache sacrée l'Union européenne et aura peur, oulala, que c'est effrayant, de passer pour nationaliste, oulala, si on dit que tout simplement il faut s'affranchir de cette tutelle supranationale, que les pays doivent retrouver leur souveraineté et qu'ils doivent la retrouver pour tout simplement se délivrer de l'oligarchie qui les étouffe et peut-être avancer vers ce que, je vais employer un gros mot, on appelait jadis le socialisme, je vois pas ce que ça a de réactionnaire, ça. Non, pas du tout. Il s'agit tout simplement de retrouver la phrase de Jean Jaurès, qui disait que l'émancipation nationale est le socle de l'émancipation sociale. Parce que quand vous n'êtes pas dans un pays libre et souverain, vous ne pouvez pas faire la révolution. Bien sûr. Puisque vous êtes sous tutelle. Et que l'Union européenne, il suffit de regarder, chers amis qui en doutaient peut-être, regardez les traités européens depuis le traité de Rome, en gros. Oui. Il y a une phrase qui revient sans arrêt d'un traité à l'autre. C'est vraiment la phrase sacrée, c'est le mantra numéro 1. C'est une phrase proprement totalitaire et qui dit ceci. L'Union européenne est une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée. Voilà. Cette phrase, tout simplement, interdit le socialisme, que vous l'entendiez d'un point de vue léniniste comme moi, ou d'un point de vue social-démocrate type Olof Palme 1972, quelque chose dans le style. Vous ne pouvez pas faire de socialisme de quelque façon, rosâtre ou rouge vif, que vous l'entendiez, dans un cadre comme l'Union européenne, qui est totalitaire, qui prescrit d'avance le contenu des politiques. Par totalitaire, j'emploie, sans entrer dans le détail ici de l'usage de ce mot qui est souvent contourné. Oui, c'est vrai. Mais bon, au sens banal, que tout le monde comprend du premier coup, si vous voulez, le mot totalitaire désigne les dispositions qui, par exemple, dans une constitution, prescrivent les orientations politiques avant tout vote, avant tout choix, et qui vous obligent à faire quelque chose avant même que vous ayez choisi. C'est typique. Là, on vous dit... une économie de marché, c'est la façon de désigner par un euphémisme le capitalisme. Le capitalisme est obligatoire. Ouverte sur le monde, c'est-à-dire que le néolibéralisme, le libre-échangisme, par exemple le CETA, le Mercosur et compagnie, sont obligatoires. Où la concurrence est libre et non faussée, ça veut dire qu'il faut fermer EDF, qu'il faut fermer la SNCF, qu'il faut fermer la Sécu, qu'il faut mettre en place des assurances privées. C'est ça que ça veut dire. Et donc, quand des gens, soi-disant de gauche, me disent qu'on peut amender l'Union européenne du dedans, c'est pas possible, puisque l'Union européenne, elle est définie par ses traités successifs. L'Union européenne, c'est rien d'autre que ce que définissent ces traités successifs. Donc, elle est cadrée, elle est verrouillée. Il faut faire sauter le verrou.
Si on ne fait pas sauter le verrou, on peut toujours raconter qu'on va raser gratis. On fera comme a fait Jospin, on fera comme a fait François Hollande. Et bon, après, on s'étonnera et on dira ah là là, les gens ne votent plus pour la gauche. Ah là là, les gens votent pour l'extrême droite ou je ne sais trop quoi, ou se réfugient dans l'abstention et ainsi de suite. Mais bon, c'est parce qu'on aura auparavant fait le nécessaire pour qu'ils votent comme ça. Parce que cette gauche-là a tué l'espoir. Elle a tué l'espoir, elle s'est discréditée, les gens ne peuvent plus la voir parce qu'ils la trouvent hypocrite et qu'à la limite, c'est triste à dire, quelquefois les gens préfèrent les brutes qui leur paraissent, sincères ou franches aux hypocrites. Cela dit, c'est pas une bonne raison, hein. Je ne justifie pas leur foi parce que bon, un hypocrite ou un barbare, je sais pas, il va falloir. J'ai pas tellement envie de choisir entre eux, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, de toute façon, ça signifie aussi qu'il faut reconstituer de véritables forces de rupture dans le pays. Donc, ça existe. On voit bien dans la CGT qu'il y a des forces qui se sont fait entendre au congrès de la CGT pour une réorientation sur des bases de classe, par exemple autour du camarade Matteux à Marseille. Ou bien des forces communistes, parmi lesquelles je me classe, qui essayent de remettre en place un véritable communisme de combat, qui ne soit plus, arrimé au Parti socialiste. Voilà, qui ne cherche plus sans arrêt le secours électoral, des bonnes petites places aux côtés du Parti socialiste ou de places publiques. Comment des militants révolutionnaires peuvent-ils être à l'aise en étant dans des mairies à côté de militants de Raphaël Glucksmann qui veut la guerre en Ukraine? Le b.a.-ba pour un homme de gauche, c'est quand même de défendre la paix. Si on ne défend même pas la paix, c'est pas la peine de se dire de gauche. Si on fait l'alliance avec Raphaël Glucksmann, qui est un belliciste de première, comment voulez-vous que des électeurs de gauche véritables se retrouvent là-dedans? Donc, le premier point, le point le plus important, si on veut véritablement que Marianne ne consente plus, c'est que déjà les militants de gauche ne consentent plus à ces supercheries. Qu'ils fassent le ménage, qu'ils s'interrogent véritablement, qu'ils cessent de suivre leurs dirigeants, bien souvent trop passifs, qui, sont arrimés à ce petit monde, à cet entre-soi là, des milieux dirigeants qui disent vive l'Europe, l'Europe, quoi. Il faut cesser, je réemploierai un terme issu du gaullisme, pour une fois, il faut cesser des cabris. Oui, c'est vrai. Dans les années 70, je crois, ou 60, disons, disait que il ne supportait plus les gens qui sautaient sur leur chaise en criant l'Europe, l'Europe, l'Europe. C'est vrai. Eh ben oui. Nous sommes devenus des cabris. Alors cessons d'être des cabris, peut-être nous pourrons cesser du même coup d'être des moutons. Et peut-être du coup que nous cesserons de nous faire tondre. C'est ça, effectivement, tout à fait la réalité. Et il faut bien que nous soyons conscients que être comme ça, français, c'est-à-dire avec tout ce que ça apporte, toute cette histoire que tu as rappelée, les autres pays n'ont pas vécu. Il n'y a pas ce genre de souvenir en Allemagne. En Allemagne, la révolution de 48 a été écrasée, ils ont eu Hitler, etc. Ils n'ont pas de haut fait de gauche dans leur histoire. Les pauvres, j'allais dire. Ils ont, Liebknecht et Rosa Luxembourg qui sont assassinés par les socialistes. Ils n'ont pas grand-chose pour s'accrocher à ça. Ils ont eu la RDA, mais ça a été criminalisé dans leur histoire. On leur a raconté qu'une sorte de vérité. On a caché que... La RDA avait certainement des côtés critiquables, bien évidemment, mais que, par exemple, c'était une société très égalitaire, et notamment, elle avait de grandes performances du point de vue scolaire, en particulier. Oui, tout à fait. Donc, les Allemands aussi, tous les peuples ont toujours quelque chose, en fait, dans leur sac, mais c'est vrai que nous avons eu la chance, pendant toute une période, en fonction de notre histoire, etc., de porter d'abord le rationalisme d'abord l'humanisme de l'époque de Montaigne, déjà, pour commencer, c'est pas rien. Puis le rationalisme de l'époque de Descartes, de Pascal, etc., Pascal en tant que méthodologiste. Les Lumières, quand même, tout le monde n'a pas des écrivains de premier plan. Absolument. Comme Rousseau, Diderot et... j'allais dire Voltaire, mais je suis moins friand de Voltaire. T'as raison. Enfin, passons. Et c'est quand même un écrivain important. Mais et puis ensuite, même si on reste, par exemple, et ce n'est pas un hasard aux grands écrivains français, mais ils ont la fibre sociale, quand même. Hugo,
hein, Les Misérables. Bien sûr. Bon, Zola, Sûr. quand même, Germinal, et ainsi de suite. C'est ça la France aussi. La construction française, elle s'est faite comme ça, avec une émergence. C'est assez simple à comprendre, en fait. Déjà, avant la Révolution française, il y a eu une émergence du peuple français dans un certain nombre de jacqueries, hein, les jacqueries paysannes. Ouais. Il y a eu les communes du Moyen-Âge. Hein. Ouais. Déjà, à l'époque de la construction du royaume capétien, à l'époque de Philippe Auguste, Oui. eh bien, les communes de France ont fait alliance avec le roi de France pour, donnant, hein, permettre au roi de France de se battre contre ses ennemis anglais et germaniques, Oui. et en ayant en échange les libertés communales et en se délivrant de la puissance des seigneurs. Bon, il y a eu ça. Oui, Puis après, il y a eu échevins. surtout, Bien mais sûr. c'est très important, bien sûr, les communes du Nord. Moi, je vis dans le Nord, là, bon, tous les beffrois du Nord, hein, qu'on voit à Douai, à Arras et ailleurs, étaient construits par les bourgeois, à l'époque, les petits bourgeois, hein, en fait. C'était pas des capitalistes comme maintenant. Des villes qui affrontaient les évêques. Les beffrois étaient plus hauts que les clochers. C'était une lutte des classes qui montait jusqu'au ciel, quoi. Et puis on a eu aussi, bien sûr, la fronde populaire au XVIIe siècle, par exemple. À l'intérieur de ce qu'on appelait la fronde, il y avait plusieurs frondes, et donc la fronde populaire, mais surtout, à l'époque de la Révolution française, la bourgeoisie française, pour arriver à vaincre la monarchie, les monarchies étrangères et l'ordre féodal, enfin les nobles, quoi, en gros, a dû faire alliance avec le peuple. Et sans le peuple, la Révolution n'aurait pas gagné. Et bon, le peuple, quand une fois il est descendu dans la rue, ça a donné les sans-culottes à Paris, ça a donné les révoltes paysannes, la prise des châteaux, les paysans qui ont brûlé les droits féodaux, etc. Ça a été une immense chose, la Révolution française. Des millions de gens sont entrés en lutte. Pas seulement à Paris, partout, dans tout le pays. Donc en gros, les masses populaires en France sont sorties, je dirais, du tube de dentifrice. Et quand le dentifrice est sorti du tube, plus personne ne l'y fait rentrer. Le faire rentrer, exactement. C'est ça. Voilà. Et le peuple français n'est jamais totalement rentré dans le tube de dentifrice. Il y a toujours, et c'est pour ça que les bourgeois dans notre pays, les gens, pas les bourgeois. Mon bourgeois est un peu trop flou. Oui. Mais bon, les oligarques, quoi, les gens, ceux qui tiennent vraiment les ficelles. Voilà. Et ben, c'est pas pour rien qu'ils n'aiment pas la France. Y compris les oligarques français, là, tous ces gens-là qui ont honte, ils ont honte d'être français, en réalité. Ils préféreraient être comme dans des pays voisins où le peuple a toujours été sage. Exactement. Chez nous, le peuple n'est pas sage. Non. Bon, et les gilets jaunes, c'est ce qui s'est produit lorsque les dirigeants syndicaux et autres étant beaucoup trop sages, eh bien, le peuple est sorti. Le peuple est sorti dans la rue sans leur demander leur avis. Exact. Et le monde entier était étonné, mais reconnaissait la France. Et voilà, on disait la France est de retour. Exactement. La France telle que les peuples ont pu l'aimer à une certaine époque était de retour. Alors bon, ce qu'il aurait fallu, moi, mon projet, entre guillemets, en tant que philosophe, si on peut dire, pas seulement comme militant, c'est les retrouvailles du gilet jaune, du drapeau tricolore de la Révolution française et du drapeau rouge de la classe ouvrière. Et lorsque tous ces signifiants se seront retrouvés, là, il y aura 90% des gens face à l'oligarchie, et on parlera d'une seconde révolution française. Et là, la France, au lieu d'être le pays déclinant, malade, décadent, que nous voyons aujourd'hui, redeviendra, ou pourrait redevenir, un point d'appui pour les autres peuples du monde. Exactement. Comme au XIXe siècle, les progressistes disaient souvent dans le monde entier que, ils avaient deux pays, le leur et la France. Voilà. Eh bien, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je vous dirais moi aujourd'hui que c'est plutôt que moi j'ai deux pays, la France et Cuba. Parce que je pense que c'est Cuba le pays qui actuellement montre le mieux, malgré les grandes difficultés. Malgré tout ce qu'il subit, oui. Malgré ce qu'il subit qui est terrible, mais malgré tout montre toujours la bonne direction, disons. Mais il ne tient qu'à notre pays de redevenir ce qu'il a été. Et là, c'est aussi la responsabilité des militants syndicaux, des militants politiques, des militants communistes, des militants gilets jaunes, et ainsi de suite. De tous ceux que j'appellerai, si vous voulez, si tu veux, plutôt, puisqu'on se tutoie, les vrais, les vrais. Oui. Les vrais communistes, les vrais syndicalistes, les vrais socialistes jaurésiens, et même les vrais gaullistes.
tous ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, doivent se retrouver comme s'ils étaient retrouvés dans le Conseil national de la résistance, Tout à fait. par exemple, pour construire un projet qui, à l'époque du CNR, a fédéré 90% des Français. L'indépendance nationale, la défense de la paix à l'échelle mondiale, l'élargissement des libertés démocratiques, la mise en place d'une république vraiment populaire où le peuple a le dernier mot, le progrès social, la fraternité, dépasser, balayer le racisme, bien évidemment, qui n'est qu'une arme de division entre les gens du peuple, qui se foutent pas mal dans la vie quotidienne, en réalité, de savoir de quelle couleur ils sont, puisqu'ils vivent la même galère, c'est le cas de le dire. Exactement. Donc, bien sûr, ce projet-là, il peut fédérer 90% des gens. Et dans ce cas, et puis, en même temps, je vous dis aussi, c'est une chose qui me tient à cœur, quoi. Soyez fiers de votre langue et défendez-la. C'est pas réactionnaire, c'est pas nationaliste de ne pas se laisser infecter totalement par cette espèce de globiche de la mondialisation capitaliste qui porte en réalité tout simplement la domination états-unienne sur le monde. Il faut résister à ça. J'allais dire, je reprends le concept de langue maternelle. Quand vous perdez votre mère, vous êtes un orphelin. Mais oui, mais bon, ça n'a rien de raciste ni de nationaliste de défendre sa langue maternelle. Ben non, bien sûr. Et c'est pas exclusif, qui plus est, puisque là, nous sommes dans terre provençale, que d'honorer les langues régionales. Bien entendu. Les langues régionales, mais là, le problème, c'est pas... en gros, c'est pas le provençal qui est en train de tuer le français, c'est l'anglais qui est en train de tuer toutes les autres langues. Plus exactement, le globish qui est en train de tuer toutes les autres langues. Parce que c'est la même problématique en Italie, en Allemagne, en Pologne, et ainsi de suite. Et si on passe à une langue unique, il faut que les gens comprennent les choses en termes de classe sociale. Ouais. Imaginons que demain nous nous retrouvions dans le monde entier avec une langue unique pour le travail. C'est-à-dire que pour accéder à un poste, il faille parler nécessairement. Alors je ne dis pas l'anglais parce que c'est pas l'anglais de Shakespeare qu'on va vous demander. En gros, le globish, l'anglais d'aéroport, quoi. Bon, imaginez qu'il faille donc que tous soient employables à cette condition-là et que deuxièmement, on passe à une économie entièrement numérique. Ça veut dire que n'importe qui pourra travailler en n'importe quel lieu du monde avec l'anglais et une souris d'ordinateur. D'accord ? Du même coup, pour n'importe quel emploi, grâce à ces deux conditions, il n'y aura plus 10 candidats pour un poste de travail, mais il y en aura 10 000. 10 000, voire plus. Qu'est-ce que ça voudra dire ? C'est l'offre et la demande qui vont jouer. Ça veut dire un écroulement sans précédent des salaires. Donc les gens qui me disent défendre la langue, voilà, ça n'a pas d'importance et ainsi de suite, c'est un truc ringard et ainsi de suite. Mais non, c'est une ligne de défense pour la classe dominée, pour les travailleurs, pour le monde du travail. Défendre sa langue, c'est tout à fait essentiel. Et je ne dis pas qu'il faut défendre, je suis pas tenant du tout français, je ne veux pas imposer le français à personne. Mais il est quand même normal qu'on puisse parler français en France, italien en Italie, polonais en Pologne. Je ne dis pas de ne parler que français ou que italien, évidemment, parce qu'on fait toujours des procès d'intention, mais qu'en tout cas, donc, on ne se laisse pas imposer cette aliénation terrifiante, terrifiante, qui fait que... Là, par exemple, regardez récemment ce truc encore, coup sur coup, ces deux trucs qui nous ont été importés des États-Unis, Halloween, et dans la foulée, même pas 15 jours plus tard, le Black Friday. Tout à fait. Friday, mais ce sont des doses de cheval mortelles pour la langue. Tout à fait, absolument. Le Black Friday, ça veut dire avant tout vendredi noir pour la langue française. Exactement. Donc décolonisons nos esprits. C'est tout à fait l'ordre du jour. Et soyons fiers de tout ce que ce peuple a fait avant que nous soyons là et essayons de reprendre ce flambeau et de le porter le plus loin possible. Oui, il y a une nécessité. Il ne s'agit pas d'être fier de ce qu'a fait le colonialisme et ainsi de suite. On fait le tri. Bien sûr. On fait le tri. Bien sûr. Mais il y a des choses qui nous reviennent, aux classes populaires et pour les classes populaires de ce pays et pour une bonne part les intellectuels, les poètes, les philosophes, les scientifiques, les ingénieurs et ainsi de suite.
Ils ont apporté un certain nombre de choses. Hein. Si je dis, je sais pas moi, les frères Lumière pour le oui, cinéma, Lycée Fornieps pour la photo, Clément Ader pour l'avion, et ainsi de suite. Bon, ça n'a pas été inventé aux States. Non, exactement. Dirais-je. Donc voilà, redonnons-nous cette fierté-là. Georges, écoute, grand merci. Tu ne consens pas, ne consentons pas, et sortons-nous de ce consentement et de ce viol épouvantable par la classe, qui n'est même pas, elle est honteuse, méprisable, futile. Voilà, bon, il n'y a rien à en attendre, donc il faut qu'on s'en débarrasse. Voilà. Ah, mais effectivement, donc en un mot, résistons. Voilà, résistons. Voilà, on va finir. On va écouter Isabelle Aubray qui chante Ma France, puisque ça fait une voix féminine, j'ai préféré à la voix masculine plus connue, mais c'était histoire d'apporter une nouche féminine, parce que je pense qu'on était sur cette sensiblerie-là des rapports de genre qui sont à l'ordre du jour à juste titre. Oui, la France est femme. Voilà, la France est femme, voilà. Et qu'elle le reste. Merci Georges. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour aux auditeurs. Merci.